Alors, Hala Kodmani, que vous connaissez sûrement tous, qui a animé le débat de ce matin, est journaliste, rédactrice freelance depuis 2009 pour plusieurs magazines et sites web français. Je précise, bien que ce ne soit pas dans sa biographie, pour en recommander la lecture qu'elle a publiée la semaine dernière dans Libération, un admirable reportage sur son voyage à Raqqa. Donc elle est présente sur les sites web français, américains et arabes sur l'actualité internationale et la culture. Elle a été rédactrice en chef du desk arabe de France 24, à la fois la télévision et le site, pendant 2 ans, lors de la création de la chaîne. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans dans la communication, l'information d'organisations régionales et internationales, notamment la Ligue arabe, la francophonie, l'UNESCO, notamment comme rédactrice de publications, newsletters, puis de sites web. Cette expérience a consolidé sa connaissance des dossiers internationaux, son réseau de contacts, ses compétences de journaliste trilingue. Je précise qu'elle est également diplômée du Centre de formation des journalistes à Paris et qu'elle a été rédactrice en chef à France 24. C'est à vous, Hala. Merci. Longue biographie. Bon, j'ai beaucoup de mal à cerner comment parler des médias dans le paysage médiatique syrien, parce que tant ils sont au cœur de la révolution, au cœur du conflit, au cœur de la société et au cœur de tous les enjeux. Et pour l'instant, je ne parle évidemment pas de la couverture médiatique des événements syriens à l'extérieur, mais je me concentre évidemment sur le terrain syrien, c'est-à-dire sur quels médias pour les Syriens, par les Syriens. Bon, il faut rappeler évidemment d'où on vient, d'où le paysage médiatique vient, c'est-à-dire un système d'information typiquement dictatorial, bien installé, avec ces agences à presse officielle, ces chaînes d'information, un système de propagande essentiellement contrôlé par les services de renseignement et qui donc passe un message de propagande comme assez classique pour les dictatures. Bon, rappelez aussi évidemment combien la révolution a été média. L'enjeu qu'a été l'information pour les tout premiers manifestants, il était plus dangereux de filmer avec un téléphone portable les manifestations ou la répression que de commettre un acte beaucoup plus grave. Et c'est informé, puisque, on oublie peut-être combien au début toute la propagande du régime a été non, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas de protestation, qu'en Syrie tout va bien. Et ce sont vraiment ces tout premiers manifestants qui ont contribué de façon essentielle à dire si, il y a des manifestations dans telle ville, dans tel quartier, etc. Vous vous souvenez certainement de ces images qui ont tellement évolué à travers ces 2 dernières années. Au début, on voyait une rue bouger, le bout d'un bras pour montrer une manifestation. Bon, c'était les jeunes qui avaient à peine leur téléphone au bout de la main et qui essayaient de capter quelque chose tout en échappant au contrôle des services de sécurité qui étaient prêts à réprimer les manifestations. Et c'était devenu presque l'objectif même de certaines manifestations était de les filmer. Les contestataires considéraient qu'une fois qu'ils avaient filmé, c'est que ça avait eu lieu, voilà. Et d'avoir pu très vite faire le lien avec certaines chaînes d'information, d'abord arabes et ensuite internationales, ça a été tout à fait fondamental. Et on s'est retrouvé
bon, 2 ans après, je dirais, avec une armée de reporters, des foules de reporters qui ont pris goût, évidemment, à la protestation, qui ont continué d'être dans le mouvement, mais qui ont cherché surtout à répondre à des véritables exigences journalistiques, puisque ceux qui recevaient leurs images ou leurs informations avaient des exigences, que la bataille médiatique qu'il y a eu aussi, la bataille de la propagande entre le régime était tout le temps dire non, ça s'est pas du tout passé à Homs, c'était au Kurdistan irakien. Et pour répondre à ça, ils ont été obligés de se professionnaliser. Oui, il faut, quand on tourne, dire c'est telle date, tel lieu, telle heure, tel quartier. Et petit à petit, ces réflexes pour des jeunes qui étaient n'importe qui, hein. Ça allait du coiffeur à l'ingénieur, en passant par l'étudiant. Tout ça, qui se sont professionnalisés dans le reportage. Ce sont devenus d'abord ces citoyens reporters qui étaient d'abord en train de documenter leur propre protestation ou de faire connaître leur propre mouvement, sont devenus les yeux et les oreilles de tout le monde. D'autant, évidemment, il faut rappeler que le régime avait complètement verrouillé le territoire syrien à toute la presse ou les médias arabes internationaux, enfin tout correspondant indépendant ou qui pouvait avoir un regard extérieur. Donc, ces jeunes protestateurs sont devenus les principaux reporters, on va dire, pendant les 6 premiers mois de la Révolution. Donc, il n'y avait aucun reporter extérieur qui pouvait être sur le terrain. Alors aujourd'hui, je vais faire un bond un petit peu. Au moment, en fait, où la Révolution a commencé à se militariser, il y a eu comme un choix chez beaucoup de jeunes entre le fusil et la caméra. À un moment, il y a eu le fusil et la caméra, pour certains, mais on retrouve aujourd'hui l'essentiel des jeunes un peu cultivés, un peu qui n'ont pas voulu prendre les armes, se retrouvent comme une armée d'information, une armée de reporters, qui maintenant expriment beaucoup plus que leur actualité, qui cherchent à évoluer et qui sont devenus en nombre absolument astronomique pour le terrain. Maintenant, aujourd'hui, dans chaque village syrien, il y a un media center civil, il y a un media center qui dépend de la brigade de l'armée libre sur place pour couvrir donc les opérations militaires dans ce village en particulier. Il y a un media center pour telle association, il y a des reporters. Petit à petit, ça a engendré aussi la création de journaux. On est revenu aux formules plus classiques, aux médias plus classiques. Il n'y a pas un village où il n'y a pas au moins une feuille de chou. Je ne dirais pas un vrai journal. Je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de journaux qui sont faits de façon tout à fait artisanale, distribués sous le manteau, chez les commerçants, d'une personne à l'autre, rédigés, fabriqués, etc. Bon, je n'ai pas apporté les plus militants parce que je n'ai pas pu avoir accès, mais bon, ça c'est un des quotidiens qui maintenant ont une vraie allure tout à fait professionnelle. Il y a une autre petite publication d'une association, d'une ONG, de qualité absolument étonnante, sachant que c'est le travail de personnes qui n'ont jamais été des professionnels de l'information ni des médias, qui n'ont pas eu de formation en journalisme, mais aujourd'hui qui sont sur le terrain. Et autre étape maintenant, ces gens-là sont devenus professionnalisés, nombreux,
c'est devenu aussi... Alors les premiers temps, ils voulaient absolument faire passer leurs images, parce que c'était les images de leur contestation, c'était l'information première, tout à fait gratuitement, évidemment. Ils les diffusaient dans toutes les télés du monde entier, gratuitement, parce que c'était l'objectif, c'était d'informer. Petit à petit, il y a eu un peu le marché s'est imposé et on s'est retrouvé avec les mêmes qui se sont dit, après tout, c'est aussi une façon de gagner sa vie. Il y a eu concurrence qui donnait ces images à l'Arabia, qui donnait à la BBC, qui donnait à Reuters. Petit à petit, la professionnalisation a donné même lieu maintenant à une concurrence entre les activistes reporters qui pour beaucoup travaillent maintenant pour les médias internationaux ou même pour les outlets locaux, parce qu'il y a quelques chaînes de petites chaînes de télé, pas petites d'ailleurs, il y en a quelques chaînes de l'opposition, que ce soit celle de l'Armée Libre, il y a Orient News, il y a 3-4 chaînes d'information de l'opposition qui évidemment font travailler énormément ces jeunes qui maintenant c'est devenu un gagne-pain pour beaucoup d'entre eux. On n'est plus du tout à... Bon, il y a toujours le côté documentation du quotidien de la Révolution, mais comment ça... Bon, il faut bien vivre de ça aussi, quand on fait que ça. Ce qui leur a permis aussi de progresser en qualité. On a aujourd'hui une production vidéo, reporter, documentaire, photos des jeunes révolutionnaires syriens absolument épatante et qui maintenant est tellement foisonnante qu'elle dépasse nettement tous les besoins, toute la demande d'information, que ce soit au niveau local ou international. D'autant plus que, comme vous pouvez le constater, la demande, la couverture des événements syriens est en train de reculer considérablement ces derniers temps. Donc, mais ces jeunes sont en train tous les jours de se réinventer dans ce domaine. Ils ont été beaucoup pris en main et organisés par différentes coopérations, ONG de pays européens ou américains qui leur ont organisé régulièrement, et je contribue souvent, des sessions de formation très ciblées, tantôt pour la prise de vue, tantôt pour la rédaction presse écrite, tantôt pour le multimédia, pour le web, etc. Et on trouve aujourd'hui plein d'agences de coopération et plein d'ONG qui sont tout le temps en train d'organiser des sessions de formation, en particulier en Turquie, parce qu'ils font venir les gens de l'intérieur à la frontière pour organiser ces formations. Bon, là, je voudrais aussi parler maintenant des enjeux de tout cet activisme médiatique pour demain. Il est certain que maintenant, on a une réserve de compétences journalistiques syriennes qui se sont accumulées dans des circonstances assez exceptionnelles, qui font que ces gens-là vont sans doute pas mal intégrer dans un deuxième temps les médias arabes internationaux, les grands médias internationaux, ce qui est déjà le cas, parce qu'on voit des télévisions turques qui développent des chaînes arabes, des télévisions iraniennes évidemment qui développent leur partie arabe, etc. Et ils ont tendance à faire appel à ces nouvelles compétences qui peuvent donc se disséminer. Ils peuvent partir du pays et leur expérience, aller les mettre ailleurs. Les autres enjeux, évidemment, si on veut parler dans un deuxième temps, c'est de reconstituer à partir de ces
de tout ce qui est né dans une situation exceptionnelle, un vrai paysage médiatique national avec une législation, droit de la presse, qui comporterait évidemment la prise en compte de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas, où sont les limites de la calomnie, de la dénonciation, de l'appel à la haine, du communautarisme, etc. Bon, je brosse rapidement, juste pour lancer des pistes de réflexion et les pistes sur lesquelles on devra travailler très bientôt, et surtout de recomposer, si tel est le désir des Syriens, un vrai service public de la radio, télévision, agence de presse éventuellement, service public qui ne soit pas service gouvernemental. Et là, la rencontre entre ces vieux services qui sont là depuis des années, qui ont eu des réflexes éduqués à la propagande du régime, à qui ont donné les communiqués déjà tout faits, il va falloir réintégrer ces gens-là avec ces nouveaux qui travaillent absolument sans aucune contrainte. Et c'est certainement un problème qui va être très difficile à gérer, mais probablement très stimulant. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que ces jeunes aujourd'hui retombent un petit peu dans les mêmes difficultés des premières heures, du moins dans certaines régions, à cause de certains mouvements extrémistes qui ont un comportement calqué sur celui du régime. À croire que vraiment ils ont été à la même école, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'arrêter quelqu'un parce qu'il porte une caméra, d'enlever quelqu'un parce qu'il a tourné un film, et ça a été le cas, enfin des cas que j'ai relevés pendant mon dernier séjour dans une zone où ces mouvements sont particulièrement influents, présents, je dirais pas. Pour terminer, je dirais quand même une observation sur le public syrien, sur le public qui reçoit les médias en Syrie. Et ça m'a beaucoup fasciné de voir à quel point c'était un public averti, exigeant, très remettant en cause tout, sachant déjà bien s'orienter. On veut avoir le point de vue du Qatar, on met Al Jazeera. On veut avoir le point de vue du gouvernement, parce que même dans les zones libérées, on regarde les chaînes du régime pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, comment ils présentent les événements. On veut voir pourquoi les Britanniques ne veulent pas intervenir, on met la BBC. On veut voir l'armée libre, où est-ce qu'elle en est dans ces opérations. Il y a la chaîne de l'armée libre. Et c'est vraiment... j'ai vu des Syriens complètement alertes, alors qu'ils étaient, tout simplement sceptiques à l'égard de tout média. Maintenant, ils sont évidemment plus intéressés, plus concernés par le quotidien d'information. Tout le monde est au courant de tous les détails de qu'est-ce qu'il a dit Ban Ki-moon à la dernière minute, de tout. Et c'est assez fascinant, même quand ils n'ont pas d'électricité, même l'information circule. Quand il y a un media center dans un village, ça y est, il rapporte l'information à tout le monde, et tout le monde est au courant, et se met à discuter. Et je crois que c'est un nouvel élément qui sera déterminant pour l'avenir du paysage médiatique syrien, le fait qu'on a affaire maintenant à un public très averti, très exigeant, et qui demandera des comptes, surtout. On ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ala. On retrouve dans ce que vous avez dit un peu les propos d'Ignace Leverrier de ce matin, parlant de l'esprit critique qui s'est développé, mais aussi ce que disait Hala Abdallah ce matin, cette révolution n'est pas comme les autres.
parce que cette révolution est une révolution où l'information, vous venez de le dire, circule librement depuis le début. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire pour les gens de ma génération qui ont pu assister à d'autres événements dans d'autres parties du monde. Y a-t-il des questions dans la salle ? Ah. Bonjour, merci pour votre intervention, c'était vraiment intéressant. J'aurais quelques questions par rapport notamment à l'indépendance et l'objectivité de tous ces nouveaux médias, par rapport justement aux médias traditionnels qui véhiculaient seulement la propagande du régime. Est-ce que ces nouveaux médias sont vraiment indépendants ou est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes à la solde de certaines factions ? Et la deuxième question serait plutôt par rapport aux nouvelles tendances. Est-ce qu'il y a des nouvelles catégories hors de la presse, de la télévision, de l'Internet qui se développent, qui permettraient un peu de révolutionner les médias ? Merci. Merci de me poser la question parce que c'est vraiment... je l'avais noté et j'avais oublié d'en parler. Mais pour répondre d'abord sur l'indépendance, les conditions pour l'instant leur donnent un espace d'indépendance et de non-contrôle absolument extraordinaire. Sauf quand ils sont employés ou qu'ils doivent suivre, ceux qui travaillent pour tourner les batailles de l'armée libre. Bon, je ne peux pas dire que ça c'est du travail de documentation beaucoup plus qu'un travail journalistique. Maintenant, en ce qui concerne les nouveaux médias, ça c'est une tendance, bon, elle n'est pas que syrienne, mais au niveau syrien c'est assez spectaculaire, c'est le développement sur Facebook de véritables sites. Ce ne sont plus des pages, c'est vraiment des vrais sites d'information. Et on trouve des ressources, que ce soit sur les villes, sur les villages, par thématique, par lieu, par spécialité, impressionnant, tout le temps réactualisé, avec des détails souvent, bon, il faut les vérifier quand on veut les exploiter, ce que je fais régulièrement, mais on a des véritables médias à partir d'une page Facebook. Autre question ? Je voulais savoir, Hala, parce que tu as parlé de deux périodes un peu de passage presque vers le professionnel. Est-ce qu'il y a eu aussi un changement au niveau rapport avec les droits d'auteur et l'anonymat, ou ça continue dans ce sens ? Et puis, une autre chose, c'est sûr que tout ce travail énorme et magnifique que les manifestants et les activistes et les reporters de la rue ont fait, c'est pour nous renseigner, nous, à l'étranger, et pour faire des trous dans ce mur de silence. Mais pour l'avenir, puisque pour moi, la révolution syrienne, je répète, est exceptionnelle, et je pense un jour, le monde va se réveiller et va pouvoir analyser et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils auront besoin des archives. Est-ce qu'il y a déjà une intention vers un travail pour les archives et pour surtout les droits aussi des archives? Parce que c'est un travail, c'est vrai, c'est une liberté, mais c'est en même temps une liberté dans le... je sais pas, sans règles ou sans... Donc, voilà. C'est certainement un grand enjeu, et là, bon, le droit d'auteur, il ne faut pas rêver au niveau, que ce soit syrien ou même au niveau du monde arabe, et surtout qu'on est dans un contexte d'offres beaucoup plus importantes que la demande. Ce qui fait que ces gens produisent en se disant, pour la plupart, bon, on verra si ça peut servir à quelque chose. Quand ils arrivent à vendre, des fois c'est anonyme. Je vois, par exemple, beaucoup qui vendent aux agences de presse, qui continuent des agences vidéo, Reuters ou AFP essentiellement, qui prennent des images aux jeunes activistes,
rarement on a leur nom. Ils leur payent des piges assez misérables, compte tenu surtout des risques qu'ils prennent souvent pour tourner les images. Donc je crois qu'on est encore très loin que ces jeunes puissent avoir vraiment des droits, parce qu'ils sont dans la phase où malheureusement ils sont en concurrence entre eux. Maintenant, j'arrive à décrocher $100 au bout de 2 jours de tournage, et parce que j'ai réussi à vendre 10 minutes ou 5 minutes à Reuters, je ne veux pas aussi exiger mon nom ou qu'on ne le rende pas ou quoi que ce soit. Donc il y a un peu cette urgence. Bon, moi j'essaye un petit peu, à travers les formations, de les sensibiliser à ces problèmes, parce qu'il y a eu une exploitation extraordinaire du phénomène de la part des médias internationaux qui, moi je suis allée un jour avec un jeune activiste reporter qui est venu avec des images exclusives dans une grande chaîne française, et le rédacteur en chef l'a regardé et dit: qu'est-ce que vous me donnez de plus que ce que je reçois tous les jours gratuitement sur les fils d'information, sur les images que je reçois. Donc c'est la marche arrière pour que ce travail soit valorisé en tant que droit d'auteur et en termes de reconnaissance, et le chemin est long. Bien, encore, on prend une dernière question. Les archives, oui. Les archives, là. Les archives. Il y avait une question sur les archives. Est-ce qu'on va constater... Ah, sur les archives. Pour l'instant, pas à ma connaissance. Enfin, il n'y a pas quelque chose de systématique à ma connaissance. Hein. Maintenant, c'est un travail assez facile parce que... Enfin, assez facile, parce que tout ça est vraiment présent sur une base de données permanente qui est YouTube. Donc, c'est pas trop compliqué. Enfin, je connais pas très bien les archives audiovisuelles, mais sachant qu'il y a une base, au moins pour l'audiovisuel, et le reste sur Facebook. Et à partir des réseaux sociaux, on peut établir facilement une base d'archives. Oui, pratiquement, oui. Bon, monsieur, vous continuerez après la parole. Je ne sais plus qui a le micro. Voilà, vous avez la parole. C'est une remarque sur les médias internationaux, surtout les médias français. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont opposants au régime syrien, mais quand ils parlent, on dirait que c'est Bachar el-Assad qui parle. Et je suis étonné de ça, en fait. Voilà. Ben, c'est rassurant de savoir qu'opposants, on passe plus facilement à la télé que si on se disait pro-régime. On prend une dernière question, après on s'arrêtera et vous pourrez poser vos questions à la pause café à Allah. Peut-être la question la même, non. Mais autrement, dit. Non, monsieur. Non, la parole est là. Oui, il l'avait demandé avant vous. Oui, excusez-moi. C'est juste, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Tout à l'heure, ce matin, il a déjà été question de toutes ces informations qui sont disponibles, et quelqu'un a dit oui, mais elles sont en langue arabe. Alors je ne suis pas arabisant, j'essaye, mais c'est difficile. Et il y a vraiment pour briser le mur du silence dont parlait Madame, qui commence à tomber sur la Syrie. Je crois que cette question est vraiment importante de la traduction, et donc, par exemple, ce que vous indiquez. Tous ces médias et toutes ces informations qui sont en Syrie ou qui sont même diffusées sur le web, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait un relais, c'est-à-dire un relais de traducteurs en France, aux États-Unis, de sorte que cette information puisse passer. Alors, dernier point, j'ai été confronté à cette question pour des raisons professionnelles. J'ai eu à connaître de près les mouvements d'opposants aux États-Unis, et donc sachant ce qui se fait en France, j'ai souhaité en particulier, par exemple, traduire certaines parties du blog de Ignace Leverrier ou même d'Isabelle Auxerre, et là j'ai été comment dire, écrasé par la lourdeur de la tâche. Et donc, ma proposition, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une proposition. Serait-il possible de lancer un appel pour
pour que des groupes de traducteurs, pas forcément professionnels, puissent prendre en charge une partie de cette rediffusion en français, en anglais, peut-être en espagnol, que sais-je, de toutes ces informations pour briser ce mur du silence. Ben, je vais vous dire, bon, c'est quelque chose qu'on a fait, hein, qu'on a beaucoup fait, mais une fois de plus, là, on est dépassé. Vous avez dit, vous avez essayé sur un blog. Imaginez, bon, nous, en Association Solidaire, on avait un site web qui est un petit peu le relais francophone de beaucoup de textes, de créations, de choses qui se passent en Syrie. On a été débordés. Les premiers temps, on arrivait à traduire, même on s'est payé le luxe de traduire en français, en anglais, etc., tel article de tel intellectuel, et vice-versa. D'ailleurs, on traduisait vers l'arabe aussi des articles intéressants dans la presse française ou internationale. Et là, le lourdeur de la tâche a été immense. On était plusieurs bénévoles à se nous mettre à la traduction. Et maintenant, la production est telle qu'on n'arrive plus. Il y a la révolution syrienne en français qui traduit. Il y a plusieurs personnes qui, même spontanément, trouvent un article formidable, le traduisent et le diffusent sur leur page Facebook ou parmi leurs réseaux. Mais ça devient énorme. C'est vrai que moi, si je dois aller voir comment ça se passe, et je vois la page d'Alep, la page de Raqqa, la page et il y a des contenus formidables. Tous les jours, je pourrais faire que ça. Prendre les contenus et les informations Facebook ou les commentaires et en faire un journal quotidien en français, c'est un travail à plein temps. Non, monsieur, puisque vous avez le micro, on vous écoute, mais après, c'est la pause café. Ma question était liée à ce qu'a dit mon voisin. Qu'est-ce qui fait que la propagande du régime marche mieux que... Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais on peut dire qu'il marche bien. Dans le monde, on entend des gens qui habillent la révolution syrienne en robe saoudien, qatari, djihadiste, je ne sais quoi, etc. Donc, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la propagande du régime a fonctionné à ce point-là? Merci. Moi, j'ai peur que, pour vous répondre, j'aurais besoin d'une autre séance complète. Donc, bon, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Peut-être qu'on pourra en débattre au moment de la synthèse, parce qu'il y a quelques propositions dans ce sens, justement. Donc, non, parce que c'est vraiment... bon, il faut en parler très longtemps pour comprendre pourquoi.